J'avais l'impression d'être Cosette chez les Thénardier. Il y avait une matriarche, on va dire, qui pilotait tout ça et qui prenait les pensions et l'argent de tous ceux qui vivaient dans le foyer. Comment on fait, en fait, pour avoir une force pareille à 17 ans, quand on est à la rue, quand on n'a aucun repère, et qu'on arrive quand même à avoir un diplôme? On ne voit pas que ça va glisser derrière. J'ai eu un chagrin d'amour qui a fait une bascule dans une drogue plus profonde, l'héroïne. La télé allumée non-stop, 24 heures sur 24, même la nuit, je pouvais pas laisser par contre le silence s'installer. Je savais que j'allais pas m'en sortir. Si le toi d'aujourd'hui, là, croisait le toi de 2009 dans la rue, tu le prendrais dans les bras, tu l'engueulerais, tu lui mettrais une tarte dans la gueule, tu lui ferais quoi? Tu lui dirais quoi? J'en ai aucune idée. Il y a des histoires qui secouent, des histoires que l'on n'oublie pas. Aujourd'hui, j'ai envie que tu ouvres grand ton cœur parce que ce que tu vas entendre, ce n'est pas juste un témoignage. C'est une leçon de vie, une claque, une lumière. Jim Palfroy a longtemps été invisible. Un gamin cabossé par la vie, un ado un peu perdu, un adulte enchaîné par la drogue et l'alcool. Il a connu la rue, la solitude, la folie et même l'hôpital psychiatrique. Mais il est là. Aujourd'hui, il est aquarelliste, il peint, il vit. Cette émission n'est pas juste là pour vous faire pleurer, elle est là pour faire réfléchir et pour transmettre, pour vous montrer qu'on peut tomber très bas mais qu'on peut aussi remonter, un coup de pinceau à la fois. Aujourd'hui, je reçois Jim Palfroy, bienvenue dans Coïncidence Story. Salut Jim. Salut. Merci d'être là. T'as fait la route Saint-Jean-de-Maurienne, Lyon. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on parle de ton parcours et qu'on revienne au début, à l'enfance. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur l'enfance, de nous raconter de ton enfance? C'est pas évident. Alors, mon enfance, j'ai grandi avec des filles, avec ma mère et ma sœur, en fait, jusqu'à mes 15 ans. Mon père il est décédé quand j'étais jeune. Bon, c'est assez obscur et j'ai pas cherché à savoir plus. Jusqu'à mes 15 ans, du coup, ma mère, elle supportait plus de vivre en France. Plein de soucis de santé, de travail, d'économie. Du coup, elle a voulu vivre son rêve, partir loin. Et elle a quitté la France et elle pouvait pas nous emmener, moi et ma sœur. Du coup, on a été séparés. Elle est partie en Savoie et moi en Normandie, dans une famille d'accueil, chacun dans son coin. Donc toi dans une famille d'accueil, ta sœur dans une autre, Ouais. ta mère aux États-Unis, ton Ouais. père plus là malheureusement. Ça fait quoi à cet âge-là de se sentir seul? Parce que tu avais 15 ans, donc tu dois avoir des souvenirs, j'imagine, quasiment intacts. C'est quoi le ressenti d'un gamin de 15 ans qui se dit, bah, je suis tout seul en fait là, ça y est? Ça va paraître bizarre, hein, mais j'avais un sentiment de soulagement et de liberté au départ parce que ma mère, c'était une femme un peu dure qui a vécu aussi des choses terribles. Et du coup, elle avait un caractère très fort et très dur. Du coup, je la craignais, ma mère. J'avais peur d'elle. Et tu t'es dit, finalement, au fond, bon, c'est dur, mais à la fois, j'ai plus peur. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Ouais, Alors ouais. peur avec des guillemets, parce que c'est ta mère évidemment, mais t'es séparé de ta sœur aussi, avec qui ça se passait plutôt bien. Non, ma sœur, on s'entendait pas du tout. C'est vrai, En fait. comme Mais tous les c'est frères comme et sœurs, tous quoi. les frères et Ouais, sœurs. c'est ça. Aujourd'hui, ça a changé, bien sûr. On s'aime plus que tout. Ouais. Et, Donc sentiment à la fois de soulagement. et ici, de tristesse, je gardais toujours la photo de ma mère avec moi quand Ouais, bien j'avais sûr. 15 ans. Je gardais. Ok. T'es placé en famille d'accueil. Ouais. Tu m'as raconté que c'était l'horreur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? En fait, cette famille d'accueil, c'est pas une famille qui m'a été donnée par l'État ou autre. C'est une partie de la famille de ma mère, de ma grand-mère, en fait. Du coup, ils n'étaient pas contrôlés. Ma mère m'a placé là, dans cette partie de la famille. Et j'avais l'impression d'être Cosette chez les Thénardier, en fait. Et t'as des exemples comme ça dont tu te rappelles? Ouais, bah par exemple, le mercredi, je devais travailler au noir, je devais gratter des coquillages au marais et puis les vendre, des choses comme ça. Mes affaires, elles étaient dans une cabane de jardin. Je n'avais pas le droit de les rentrer à la maison, ni de rester seul dans la maison. Ah ouais. T'étais pas le bienvenu en fait. Non, s'il devait partir quelque part, je devais quitter la maison aussi. Ok. Et t'avais le sentiment d'être de trop. ouais, mais en fait, tout ce qui était intéressant, c'était l'argent que l'État donnait, en fait, pour me garder. Ça, tu l'as ressenti tout de suite? Ouais, j'ai appris ça, que tout... Ouais, il y avait une matriarche, on va dire, qui pilotait tout ça et qui prenait les pensions et l'argent de tous ceux qui vivaient dans le foyer. Ouais. Ça a duré 2 ans? Ouais. À 17 ans, tu t'es dit, je me barre, je fuis. Ouais, je me suis enfui. Tu te rappelles de ce moment où tu t'es dit, je pars, j'en peux plus, je reste pas là? Ouais, elle menaçait en fait de dénoncer ma mère, de vouloir la mettre en prison. Et
Et puis c'était des gens violents, il y avait beaucoup de violence, pas que verbale en plus. Et, du coup, je suis parti et quand je suis parti du foyer, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller à la gendarmerie pour signaler que je partais. Ok, le clean. Ouais. Et les gendarmes m'ont dit, est-ce que j'ai un endroit pour aller? J'ai dit oui, j'avais 17 ans. Mais j'avais nulle part où aller en fait. Mais ils n'ont pas vérifié plus que ça. Donc là, tu fuis, tu prends des affaires avec toi? Non, j'ai pas d'affaires. Juste un petit manteau. En plus, à l'époque, on n'a pas de Je suis téléphone parti sur comme un coup de aujourd'hui. tête. Non, il y avait encore les cabines téléphoniques. Fou. Donc tu pars? Avec juste mon manteau, sans rien. Ok. Tu me racontes que tu dors en fait dehors, dans les toilettes publiques, Ouais. c'est une galère. Tu obtiens malgré tout un BEP de chaudronnerie, soudeur, chaudronnier, c'est ça? Comment on fait en fait pour avoir une force pareille à 17 ans, quand on est à la rue, quand on n'a aucun repère, et qu'on arrive quand même à avoir un diplôme? C'est quoi ta motivation au quotidien? Bah, il y a déjà un grand sentiment de liberté. En fait, vu qu'on n'a rien, j'ai rien, tout est possible en fait. Tout est à avoir, tout est à conquérir. On n'a rien à perdre. Du coup, non, et puis quand on est jeune, on tient, c'est l'aventure. Et puis il y avait des copains de lycée que je voyais, des choses. Donc les moments les plus difficiles dans la rue, c'est la nuit, parce que bah il y a pas de chauffage ou autre. Alors des fois, je me levais, je m'endormais pas parce qu'il faisait trop froid. Alors je courais, je faisais un footing pour me réchauffer de 3h du matin jusqu'à 7h dans les campagnes normandes. Des fois, il y avait des nuits sans lune, alors je voyais rien, mais je sentais le bitume sous mes pieds, je savais que j'étais encore sur la route, juste pour me réchauffer. Et puis quand je voyais le soleil se lever le matin, je me mettais à chialer, j'étais content, je savais que j'allais pouvoir me poser, me réchauffer. Putain. Et dans la rue, ça se passe comment avec les autres? Ben, en fait, moi non, je suis tout seul, vu que j'étais pas dans une agglomération, j'étais dans la campagne en fait. Être dans la rue, en ville, ça doit être plus facile, mais en campagne... Plus facile ou alors plus difficile en interaction humaine, parce que tu tombes sur des mecs qui font ça, entre guillemets, qui sont là depuis longtemps, avec des sortes de territoires, tu sais, on parle souvent de non, là, j'étais dans un petit village normand, hein, vraiment un petit village tranquille, normand. Hein, et non, après, je piquais des baies dans les jardins pour manger, des trucs comme ça, et puis j'ai commencé à fumer des cigarettes qu'on m'apportait pour me réchauffer les mains. Ouais, comme tous les gamins, quoi. Puis ça coupe la faim, ouais. Tu faisais la manche? Non, jamais. Comment tu faisais alors pour gagner ta vie? Enfin, gagner ta vie. Je gagnais pas ma vie, en fait. J'avais déjà, je pouvais manger... j'avais une carte de self où des fois, on me fraudait des gars qui avaient la cantine, quoi. Ils me faisaient passer au tourniquet en même temps qu'eux pour que je puisse manger au lycée. En fait, il y a des gens qui t'ont pris d'amitié quand même, malgré tout. Ah oui, ouais. Et c'est ça qui t'a sauvé, entre guillemets. Des merdes, ouais, des petites choses comme ça. Il y a des fois, quand t'étais dans la rue, tu te disais, je vais y rester, c'est pas possible, je peux pas survivre ici. Non, mais ça a été très court, hein, ce passage-là. Ça a duré moins de 2 mois. Ouais, enfin, quand même. C'était assez court. 2 mois de nuit tout seul, 2 mois de galère. Bah, au bout d'un moment, dans ce petit village, il y a des parents d'une amie, en fait, qui m'ont remarqué, rester sur l'abribus, sous un abribus toute la nuit, et demander ce que je faisais là. Et c'est là que ils ont su que j'avais nulle part où aller. Ok. Donc, ils t'ont hébergé? Ouais, ils m'ont accueilli. D'accord. Pendant 2 mois, ouais. Aussi. Et ensuite, tu dis que tu intègres un foyer d'adultes? Ouais, ils m'ont après ils m'ont trouvé une place dans un foyer de jeunes travailleurs. Ok. Et donc là, tu exerces ton métier de chaudronnier? Pas encore, je termine mon diplôme à ce moment-là, mais oui, je vais commencer mon métier de chaudronnier. Okay. Il se passe quoi dans ce foyer? Le quotidien d'un foyer, c'est quoi? C'est beaucoup de personnes étranges et hétéroclites, un peu bizarres. Il y a des punks, il y a des rappeurs, des toughers, des gens qui... C'est la misère? Oui, ouais. La misère sociale? Ouais, la plupart, ils sont cassés par la vie, ou c'est des gens comme moi qui n'ont pas leur famille ou des choses. C'était un peu étrange. Et tu te sentais comment là-dedans? Tu te disais, je m'en sors pas trop mal, ou alors... je me sentais à ma place, en fait. J'étais bien à avoir une petite chambre de foyer, à être autonome. Okay. Ça dure combien de temps, cette épreuve foyer? 6 ans. 6 ans. Reste au foyer, ouais. Ok. Tu commences à toucher un peu de la drogue douce. Ça se passe comment à ce moment-là? Ouais, à l'époque, entre voisins, c'était pas difficile d'en trouver. Il y avait juste à toquer à la porte d'à côté, ouais. C'est de la drogue, entre guillemets, de la drogue douce. Ouais, entre guillemets, parce que... c'est quoi le sentiment à ce moment-là? C'est OK, il faut faire comme tout le monde. OK, ça va nous détendre parce qu'on a quand même une vie de merde. C'est quoi le sentiment à ce moment-là quand tu dis... d'appartenir à un groupe. Ouais, voilà, c'est ça.
Comme en fait beaucoup de gens qui se mettent à fumer, etc. C'est ça. C'est de dire, je suis pas exclu du groupe. Ouais, Clairement, si tu fumes pas, t'es exclu. Ouais. C'est ça? Ouais, bah, pas exclu, mais c'est mieux pour l'intégration, quoi. Ok. Moi, je m'intégrais, d'ailleurs, j'essayais de parler à tout le monde et Est-ce qu'à ce moment-là, t'as l'impression d'être encore maître de toi-même? Ou est-ce que tu sens que tu commences à perdre le contrôle de ta vie quand tu tombes un peu là-dedans doucement? non, j'avais l'impression d'être maître de Ouais. moi-même encore. T'avais pas cette impression Non, de... c'est tout gentillet, c'est tout sympathique. C'est des rires, c'est des Ouais, déconnes on de se marre, on fume jeunesse, un c'est des joint, on choses. rigole, on boit un coup. Ouais, on voit pas que ça va glisser derrière. Après, tu m'as parlé d'un chagrin d'amour. Ouais, Un truc qui a, du coup, c'est un événement de ta vie marquant. Et à ce moment-là, on peut le dire, hein, c'est le début de la descente, ce chagrin d'amour. Euh, Raconte-nous comment ça s'est passé, ce qui s'est passé à ce moment-là, surtout ton alors, ressenti, tes faits et gestes, alors un etc. petit peu juste avant, en fait, j'ai dans ce foyer, même si j'ai commencé par les drogues douces, j'ai touché un petit peu à tout, en Ok. fait. J'allais même en Hollande faire des voyages, peu importe Ah quoi, ouais? des choses, ouais, pour ramener ou des Ok. choses. Je Ah oui, faisais c'était pas toucher juste des un joint, pieds. d'accord, ok. Ouais, je touchais un petit peu à tout et j'ai eu un chagrin d'amour qui a fait une bascule dans une drogue plus profonde, l'héroïne. Mm. Tu peux nous expliquer ce que tu m'as expliqué qui m'a marqué, quoi. C'est Alors, ça s'est fait bizarrement, parce que je pensais pas rentrer là-dedans un jour, mais je me scarifiais, en fait, je me faisais du mal. pour oublier la douleur du chagrin. Ouais, c'est idiot, quoi, mais bon, Bah, c'est pas idiot, c'est. je savais pas comment sortir cette souffrance. Et du coup, je me faisais du mal chez moi et un ami qui venait juste de sortir de prison est passé me rendre visite. Et quand il a vu dans l'état où j'étais, les poignets en sang et tout, il s'est dit, ouais, je peux pas le laisser comme ça, il va faire une connerie et tout. Du coup, il m'a proposé en fait de me soulager ma douleur et tout. Il m'a préparé une toute petite injection qui m'a piqué et c'est vrai que sur le coup, ça m'avait calmé en Tu fait. savais ce que c'était? Ouais, il m'avait dit. Ouais, je pense pas, je sais même pas. Bah ouais. Je Parce m'en que rappelle même plus. tu te dis, bon, le mec va me mettre une dose, tu Si, il m'a savais, mis bah, de une toute façon, dose t'es d'une pas con, tu drogue, sais ce que mais c'est, ouais, quoi. si, ouais. Et tu t'es dit à ce moment-là, ok, si celle-là, je la prends, après c'est fini, ou Je me jamais suis- tu te dis ça? Vu qu'il y avait de la souffrance dans mon cœur ou autre et du mal-être, j'avais plus rien Hmm. le sentiment de plus rien avoir à perdre en Ok. fait. Du coup, j'ai accepté de faire le test et ça avait anesthésié un petit peu ma douleur. Ok. Tous les jours, il revenait? Ouais, pendant une semaine, il revenait chaque jour pour m'injecter une petite dose. Comme une infirmière. Ouais, comme une infirmière à domicile. Incroyable. Donc il venait, il te piquait, Ouais, tu te sentais mieux. ouais, Et le lendemain, il venait, il te piquait, ouais. tu te sentais mieux. Ok. Tu sens une addiction à ce moment-là? Tu te rends Non, compte pas de l'addiction? vraiment. Tu mets pas un Non, mot là-dessus? non, pas encore, non. Hmm. Non, je prends juste le soulagement que j'ai l'impression que ça m'apporte. Ok. Et, et du coup, ça a fait ça pendant une semaine. Et après, à la fin de la semaine, il est parti en festival, comme je te l'avais expliqué. Et il s'est fait choper avec de la cocaïne et de l'héroïne en festival. Du coup, il est reparti en prison alors qu'il venait juste d'en ressortir. Et moi, je me retrouvais comme un idiot, en fait, avec bah ouais, le manque et puis Là, ce t'as compris, besoin là. de recalmer. Là, t'as compris que c'était un manque, Mm. donc c'était un besoin de trouver de la drogue, en fait. Et tu fais comment dans ce cas-là? Ben, il y a toujours des contacts ou autre, et d'un ami d'un autre ami, je trouve. Et après, moi, je m'étais jamais piqué, alors j'y suis allé à tâtons tout seul, un peu maladroit au départ, et puis j'ai, puis en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est idiot ce que je vais dire, mais à force, bah, j'ai pris le coup en fait de trouver ma veine De toute façon, et t'avais de pas le choix. pouvoir m'injecter. C'est quoi le sentiment si tu prends pas ta dose? Comment tu peux l'exprimer, ce sentiment? Moi, je le connais pas, donc je... C'est assez violent les manques parce qu'il y a une mal psychologie. En fait, tout ce qu'on essaye d'échapper nous revient en très fort. En fait, toutes les souffrances qu'on essaye de fuir par ce biais, ils nous reviennent encore plus Elles sont fort. décuplées? Ouais. Et en plus, il y a des douleurs physiques qui peuvent commencer à apparaître, mal à l'estomac, des choses, Et au moment où tu te piques, quelques minutes après, ça va mieux. même pas quelques minutes, c'est Instantané. instantané. Instantané? Ah ouais, quand tu t'injectes, la montée, elle vient en même temps que l'injection, la montée. Ok. Est-ce que les doses évoluent dans le temps? Ouais, Est-ce que tu prends une ouais. dose petite Ouais, et plus ça va, plus c'est ouais, grand? ouais. Ok.
de plus en plus grand, ouais. Comment tu finances tout ça? Ben, je travaillais comme chaudronnier, j'avais mon salaire et quand ça suffisait pas, je dealais un peu de shit en fait. Tu te rends compte que tu dérives petit à petit. C'est quoi ton sentiment? Est-ce que tu as envie de t'en sortir? Est-ce que tu te dis, mais j'ai qu'une envie, c'est que ça se termine? C'est quoi ton sentiment à ce moment-là précis de ta vie? Non, tout ce qu'on cherche, c'est de la tranquillité, de la paix. Mm. Et en fait, tant que on a ce produit et qu'on se le met, et en fait, tout notre esprit, il est fait pour avoir ce produit et puis pour, T'es occupé qu'à ça. ouais, Tu te dis, ouais, il à faut que je trouve le trouver un produit. médicament, ouais. C'est quoi la vie d'un toxicomane au quotidien? Bah, Tu restes chez toi? ouais, déjà, enfermé, souvent, les volets clos. Des fois, tu peux rencontrer d'autres groupes de toxicomanes. Et là aussi, je t'en avais parlé, c'est scotché devant la télé, devant des bêtises, des séries bêtes et sentir juste. T'es dans le noir. Ouais, ouais. C'est une un vie un peu- peu enfermée, ouais. volets fermés, des séries. Le chagrin d'amour faisait aussi que je mangeais presque plus. Mm. Pendant 2 ans, je suis resté assis une chaise, la télé allumée non-stop, 24 heures sur 24, même la nuit. Je pouvais pas laisser par contre le silence s'installer. Ça te fait peur? Ouais, à l'époque, quoi. Mm. Du coup, la télé, elle tournait tout le temps en boucle. Ok. Tout le temps, même quand je dormais ou autre. Et, et ouais, je me dégradais comme ça, petit Ok. à petit. Et d'autres qui venaient me voir quand on partageait aussi, je les voyais se dégrader, des jeunes. Et t'avais des relations qui te ressemblaient? Ouais, ouais, T'avais ouais. pas de relations normales à ce moment-là? T'as pas des potes qui, eux, ne se droguent pas ou qui te disent C'est possible, ouais, si, j'en avais qui voyaient, mais quand ils voyaient que je plongeais, ils se détachent, ils restent pas, en fait. ça leur fait peur? Ouais, ça leur fait peur et tu les gardes pas. Il y en a qui vont vers autre chose de mieux. Je comprends. Du coup, il te reste que ceux qui sont dans le même. Ouais. Ok. À un moment donné, tu remplaces l'héroïne par du Subutex. C'est un médicament, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est totalement légal, qui est prescrit par des médecins. Alors, je crois, pas pour se droguer, j'imagine. Tu peux nous expliquer ce switch héroïne, Subutex? Bah, l'héroïne, on n'en a pas tout le temps. On n'en trouve pas. Et du coup, quand j'en trouvais pas, en fait, un jour de manque, je suis allé voir un psychologue. J'habitais à Granville, en Normandie, je peux le dire, ça. Ouais. Bien sûr. Et ce psy m'a renvoyé vers un médecin traitant, en fait. Je suis arrivé et je pouvais même plus parler, le moment que je pleurais. Et du coup, le médecin traitant m'a prescrit ce Subutex, cette buprenorphine, Ok. qui est normalement un cachet qu'on peut soluble, qui se met sous la langue et qu'on laisse fondre. Ça sert à quoi à la base, le Subutex? Normalement, c'est pour les effets de manque, en fait, pour D'accord. stabiliser un petit peu. D'accord. Mais vu qu'il est soluble, on peut l'injecter. Du D'accord. coup, généralement, tous ceux qui ont du Subutex et qui se faisaient des injections vont injecter le Subutex. D'accord. Ok. Donc, tu remplaces l'héroïne petit à petit par le Subutex. Tu ne prends plus que du Subutex, ce qui est déjà Ouais. beaucoup, mais c'est ça l'idée? Ouais. Pendant une longue période, ouais, Ok. quelques années. Ça dure combien de temps, ça, à peu près? 5-6 ans. Et un jour, tu prends ton couteau de boucher. Ah ouais, Ouais. cette histoire-là. Ah bah, elle est quand même marquante. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, j'avais pris l'habitude des fois de m'injecter un peu plus et il me manquait du médicament. Des fois, j'allais taxer à la pharmacie une petite avance sur le produit qu'elle me donnait. Et ce jour-là, elle n'a pas voulu. Un jour où il me manquait un petit bout pour aller bien le soir. Du coup, je suis allé à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont refusé de m'aider dans le manque. Tu t'es senti abandonné dans ton truc? Du coup, je suis retourné chez moi, vu que la pharmacie m'aidait pas, et puis c'était un dimanche, du coup, le médecin traitant, on peut pas. Bon, bref, du coup, j'ai pris un couteau de boucher et je suis allé à la pharmacie qui était à une vingtaine de mètres de chez moi, juste à côté. Je suis rentré dans la pharmacie. Alors, c'est un passage un peu flou, hein, parce que c'est des périodes. Et je me rappelle que la dame, la pharmacienne, elle a fait évacuer tous les clients, les Donc gens. toi, t'arrives, pour imaginer la scène, hein, t'arrives couteau de boucher à la main, sans Mais blesser je voyais personne. Mais en plus, je voyais personne. Je calculais personne. Toi, Donc, c'était quand je suis juste- rentré dedans, je visais juste le tiroir où il y avait les médicaments. Ok.
Et du coup, tout le monde est parti. Je reconnaîtrais même pas les gens qui étaient dans la pharmacie ou pas. T'étais obnubilé par ça. Ouais, je me suis retrouvé tout seul dans la pharmacie. J'ai mis un petit moment avant de retrouver le bon tiroir, même si à peu près, parce que c'est toujours plein de tiroirs. Et j'ai pris le maximum de boîtes de Subutex que je pouvais dans mes bras. Je suis parti avec 14 boîtes de Subutex. Je l'ai su qu'après, en fait. Parce que Oui, pas c'était compter. vraiment... Ouais, bien sûr, bien sûr. En sortant de la pharmacie, je vois qu'il y avait plein de gens tout autour de la pharmacie. Il y avait une foule et des pompiers. Et puis ils m'ont laissé, quand ils ont vu que j'avais la boîte, mais aussi le couteau, ils m'ont laissé passer. Et je suis allé jusqu'à chez moi. On précise que t'as blessé personne. Non, j'ai menacé personne. J'ai menacé personne, j'ai insulté. J'ai pas dit un mot. Bah, en même temps, ouais. je pense que c'est suffisant d'avoir... Ouais. J'avais aucune intention par contre. Bien sûr, bien sûr. D'utiliser Toi, ou la quoi que seule ce soit, intention, c'était d'obtenir tes boîtes de Subutex. Ouais. Est-ce que tu penses, avec le recul, que cette action, elle était aussi faite pour alerter en disant, en fait, finalement, arrêtez-moi ou... Est-ce que c'était vraiment... Tu vois, des fois, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, et je me dis peut-être que l'inconscient fait que tu te dis à ce moment-là, si je fais ça, il va forcément m'arriver quelque chose de grave, et ça va peut-être me sauver la vie, finalement. Tu vois, est-ce que tu avais une intention, tu penses, ton inconscient était fait... C'est pas impossible, puisque j'estimais une prise en charge. Et puis quand j'ai fait ça, vu que c'était la pharmacie, je savais que j'allais pas m'en sortir. Je savais que je me cachais pas, j'avais pas mis de cagoule ni rien, j'y étais comme ça. Je suis arrivé chez moi et je savais que la police allait arriver. Du coup, j'ai fermé les volets, tout. Je me suis un peu barricadé et je voulais avoir quelques minutes pour me faire un maximum d'injections. Et là, tu t'en fais beaucoup ? Ouais, 4, 5 injections d'affilée. Je sais pas si ça change quelque chose. Okay. Quand on est défoncé, on est défoncé pareil. Tu caches des boîtes un peu de partout ? Ouais, je cache une partie des boîtes, j'en laisse à visible, et puis j'en cache quand même une partie derrière la gazinière. Pourquoi tu fais ça ? Parce que j'entends les policiers autour qui essayent de rentrer, et puis ils ont devant la porte d'entrée qui menaçaient de défoncer la porte d'entrée. Donc avant qu'ils le fassent, j'ai caché une partie des boîtes, et je leur ai ouvert la porte. Okay. Là, c'était impressionnant, parce qu'ils étaient 7 ou 8 dans un petit 20 mètres carrés, c'est tout petit 20 mètres carrés. Du coup, ça a été le bazar. J'étais plaqué contre le mur, ils m'ont menotté. Okay. Et puis ils m'ont embarqué, mais bon, voilà, ils ont vu que j'étais sur une autre planète, là. Ah ouais, moi j'étais tranquille, j'étais défoncé. Oui, tu t'es pas débattu, quoi. Ouais. Non. Ok, ils t'ont emmené où ? À l'hôpital au départ, pendant quelques heures, et puis après directement en hôpital psychiatrique. Il se passe quoi là dans l'hôpital psychiatrique pendant ces quelques semaines ? Alors, je suis resté 1 semaine en isolement. Et puis 3 jours attaché, sanglé au lit pour des violences parce que je voulais fumer une cigarette. Du coup, il m'avait bien cassé la figure à coups de médicaments, quoi. Je précise, à coups de médicaments. Okay. Et après cette semaine d'isolement, qui était assez difficile... Pas de Subutex ? Non, pas de Subutex. Je sais pas ce qu'il m'a injecté ou ce qu'il me mettait comme produit ou autre, mais... Ça te manquait ? T'as le souvenir? Non, ça te manquait ? Non. T'étais trop défoncé par les médicaments? Par autre chose, je sais pas ce que c'était, mais je pouvais même plus parler, écrire ou m'exprimer correctement. Ils m'avaient bien assommé. Ouais. Et au bout d'1 semaine, tu sors de l'isolement? Ouais, ils m'ont mis dans une chambre individuelle où j'avais pour compagnie un pigeon à travers les barreaux qui était dehors. Je pouvais voir dehors, parce que dans l'isolement, tu vois la lumière du jour, mais tu vois pas ce qui... T'as pas de fenêtre qui donne vraiment dehors, quoi. Ça rend encore plus fou ou ça t'aide? Non, c'est bizarre. C'est étrange parce qu'on voit juste le jour et la nuit qui passent, mais c'est tout ce qu'on voit dans sa chambre d'isolement. On voit pas autre chose. Okay. Et après, dans la petite chambre individuelle, oui, tu as quand même la vue sur un peu l'extérieur. Okay. Et c'est toujours cadenassé, tu sais. Bien sûr. Tu as des soins à ce moment-là? Ouais, toujours. Je suis pris en charge. Psychologue. Ouais, mais c'était nul car je pouvais pas parler, je pouvais pas m'exprimer. Ah oui, et je me mettais à pleurer parce que j'arrivais pas. J'avais les pensées qui étaient normales, claires. Mais ma bouche, les muscles de ma bouche, en fait, anéantis. Pas, ouais. Du coup, mais il m'avait rassuré, le psychologue, en disant que c'est normal. Donc là, cet épisode clinique psy, ça dure combien de temps à peu près? En tout, 2 mois. D'accord. 2 mois enfermé, obligation d'office, ouais, en HO, ouais, c'est ça. Hospitalisation d'office, c'est HO. Tu sors? Ouais, je sors au bout de 2 mois. Ouais. Et là? Je retrouve les boîtes de Subutex que déjà l'appartement dévasté, mais les boîtes de Subutex que j'avais cachées, et je reprends. 0 doute.
C'est ton corps en a besoin. Tu t'es Même pas dit, pas, là, c'est j'aurais peut-être pu... l'occasion, quoi. Oui, mais je me suis pas dit ça, ouais, non. Tu reprends. J'ai repris. Ok. Ça dure combien de temps? Alors, je me suis fait arrêter en 2009. 2 ans. Tu prends 6 mois de sursis? 6 mois de prison de sursis, 5 ans de mise à l'épreuve, ouais, et puis de la sortie de l'hôpital psychiatrique. Au moment où je vais arrêter, il s'est passé 2 ans, ouais, D'accord. où je continue à me piquer. Qu'est-ce que il aurait pu se passer pour que ça t'aide réellement et que tu te sois dit et que tu te dises putain, cette merde c'est en train de détruire ma vie, il faut que j'arrête. Parce que visiblement c'était pas les bonnes méthodes. Tu prends du sursis, tu es hospitalisé d'office, tu te fais arrêter, c'est violent, et tu sors et tu recommences. Qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour que des mecs dans ta situation puissent être vraiment pris en charge et vraiment être aidés? Être vraiment pris en charge, déjà, le Subutex, je pense que je l'enlèverais déjà. Parce que ça entretient en fait les injections et déjà, pour s'en sortir, bah, je vais te dire la suite, mais c'est la méthadone pour moi, la clé, une des clés quoi, pour arriver à ce... C'est une autre substance du coup Ouais, c'est quoi, c'est un médicament? qui est en sirop, ouais, qui Ouais. est en sirop, et du coup, c'est glucose, tu peux pas l'injecter. Ou si tu le fais, j'en ai vu qui ont essayé de le faire, mais c'est horrible, ça bouche les veines, tu Ah as bah, des oui, abcès oui. énormes. Ok, donc ça déjà, le Subutex, tu peux te l'injecter, donc il y a une sorte de perversion que tu peux avoir. Mm. La méthadone, tu ne peux pas. Non, Donc tu es obligé de le boire. éviter, Ah, il vaut mieux ouais. éviter, sinon tu as Ouais. des veines en sirop Mm. de glucose. Quoi. Donc tu prends du sirop. Ça, c'est Ouais. quoi? C'est un médecin qui te conseille ça? Ouais, et les prescriptions sont assez serrées. Tu dois aller 1 ou 2 fois par mois chez le médecin. Et en pharmacie, ils te les donnent soit un par un, ou des fois, il y en a, ils arrivent à avoir tous les flacons D'accord. d'un coup. Bon, ouais. Ok, et ça t'aide théoriquement à arrêter petit à petit. Ouais. Je voudrais juste revenir sur le moment où tu es vraiment dedans, quoi, dans l'héroïne à Mhm. fond. Tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué, c'est dans la rue, on se reconnaissait. Ouais. Entre mecs qui drogués, on va appeler ça comme ça, hein, Mhm. vous vous reconnaissez. Est-ce que à ce moment-là, ça te rassure? Ou est-ce que tu te sens piégé dans une famille que t'as pas choisie finalement? Parce que tu vois, tu me dis on se reconnaît, mais c'est rassurant ou c'est inquiétant? Je me suis pas dit ni l'un ni l'autre, en Ok. fait. C'est des copains de misère on est sur le même bateau, en fait. Ouais, ouais, C'est juste des gars perdus qui sont sur le même bateau ouais. que moi, où je suis perdu. Donc là, tu prends de la méthadone? Alors, la méthadone, pour y revenir, comment je suis venu? Eh ben, je suis allé voir une addictologue pendant les 2 ans où je me piquais, en fait. J'ai mûri, j'ai un peu réfléchi, j'allais plus en randonnée, plus Ouais. de spiritualité, puis j'ai découvert l'aquarelle et puis j'ai fait du bénévolat. J'avais vraiment envie de changer, mais pour changer, il fallait que je rencontre d'autres personnes que ton ceux cercle. qui me ressemblaient. Bien sûr. Du Ok. coup, c'est comme ça aussi que j'ai voulu faire du bénévolat. Ok. Et je suis allé voir une addictologue qui m'a mis à la méthadone, qui m'a dit que j'avais 2 addictions. L'injection en était une, en plus du produit. Le geste Le geste et le produit. Mm. Tu m'as parlé d'une infirmière. Ah ouais, Quand c'est un passage, ouais. Bah, tu veux bien nous en parler? Ouais, c'est parce que pour changer une mentalité et vouloir s'en sortir, il y a eu plein de petites choses qui se sont mises en place. Et il y a une rencontre qui m'a beaucoup choqué. Je m'étais piqué au niveau de la cheville et j'ai dû me boucher une petite veine. J'avais une paraphlébite, ouais. Et je suis allé à cloche-pied à l'hôpital. À l'hôpital, en m'arrêtant de temps en temps, hein. Mais je pouvais pas poser le pied au sol, ça faisait trop mal, c'était super douloureux. Parce que tu te piquais un peu de partout sur le corps, juste pour... Ouais, vers la fin, ouais. Ouais, les veines, elles sont fichues au bout de quelques années sur les bras, les mains. Nécrosé. Ouais, du coup, t'es obligé de trouver des petites veines ailleurs. Ok. Et en passant à une échographie, comme pour les femmes enceintes, pour voir où c'était bouché, elle avait le dos tourné, elle s'est retournée vers moi et elle s'est mise à pleurer. Et j'ai été surpris déjà de la voir pleurer, cette infirmière. Et elle me dit, vous êtes si jeune et vous savez que vous êtes en train de vous tuer. Et elle m'avait dit ça. Et l'avoir affecté alors que c'est quelqu'un du corps médical. Et je pensais que tu vois qu'il y avait Du recul. du recul ou autre. Ça m'a marqué. J'ai dit, wow. C'est un déclic. Ça fait partie d'un des déclics. Pas sur le moment, en fait, ça s'est imprégné en moi, en fait, cette inquiétude. T'as cette image encore en tête Ouais. de cette nana qui pleure. Ouais. Mais Bon, je saurais pas le nom. Ouais, mais en tout cas, ça t'a marqué quand même. C'est un déclic et il y a eu d'autres déclics. Ouais, plein de petits événements. Ouais, comme Des voisins qui commençaient,
qui voyaient, je sais pas, qui ont commencé à me faire confiance et je voulais. Ta sœur aussi? Ma sœur, elle était désespérée, mais elle est restée toujours là pour moi. Toujours. Elle est venue me voir en hôpital psychiatrique. Elle a gardé une petite lettre que je lui ai écrite dans l'hôpital psychiatrique. Elle l'a toujours sur elle avec une écriture. C'est très mal fait. C'est horrible. J'arrive pas à écrire avec les médicaments. Que je m'excuse d'être comme j'étais. Quelque chose comme ça et que je l'aimais de tout mon cœur. Ok. Et aujourd'hui encore, elle le garde dans sa sac à main, cette petite lettre. Ok. Donc le déclic de l'infirmière, le déclic de ta sœur, ouais, le déclic de tes voisins qui te font confiance. Ouais, qui commencent à me faire confiance, qui veulent me donner ma chance. Ouais. C'est ça. Ok. Et là, donc, du coup, tu changes de traitement. Ouais. C'est ça. Tu passes à la méthadone pour arrêter petit à petit. Alors là, c'était ferme dans ma tête. Quand je passe à la méthadone, je voulais m'en sortir. Tu t'es dit, pas, je voulais entretenir l'addiction, c'est je vais m'en sortir. D'accord. Ouais. Grâce à tous ces petits déclics-là. Ok. Tu commences l'aquarelle. C'est quoi? C'est une passion qui t'est née comme ça ou t'as toujours été un peu artiste dans l'âme? Non, ouais, si, j'ai toujours bidouillé des bandes dessinées, bricolé des petites choses. Une boîte d'aquarelle, c'était... L'aquarelle, je pensais que c'était le truc le plus nul au monde. Mais j'avais une petite boîte quand même dans le placard depuis quelques années parce que je trouvais l'objet joli. Ok. Et un soir de Noël, dans les périodes de Noël, j'avais pas d'argent, j'étais sous Curatel. D'ailleurs, c'était aussi une condition pour avoir le médicament du médecin, c'était de passer sous Curatel. C'était difficile, parce que ils te donnent rien si t'as rien. Et du coup, pour avoir un petit peu d'argent de poche, je faisais des cartes de vœux que je vendais à la sauvette dans la rue, 3 €. Et au-delà de ça, en fait, j'ai bien aimé l'exercice. C'était comme avoir une petite séance de méditation, de calme. Je cultivais du calme, en fait, pendant... Tu te focuses sur l'aquarelle, et du coup, tu penses plus à autre chose? Ouais, j'oubliais mes douleurs, mes souffrances et mon désespoir. Et du coup, j'ai continué comme... j'ai découvert l'art-thérapie. Sans connaître le mot, sans faire exprès, j'ai fait de l'art-thérapie. Okay. Et ça marchait bien, la vente à la sauvette de tes petites... Ouais, au départ. Tu t'es fait 2-3 € par-ci, par-là. Tu t'es dit, bon, finalement, je suis pas si mauvais que ça. L'aquarelle, c'est pas tant pour les tocards que ça. Ouais, non, en plus, j'avais une image un peu de couleur fade ou autre, alors qu'elle peut être très puissante et on peut faire des choses extraordinaires. J'aimais bien le côté aléatoire et puis je cherchais la lumière. Et vu que j'étais en période d'essayer de m'en sortir de cette addiction, je cherchais aussi la lumière dans ma vie. Et ça t'a vraiment aidé. Ouais. Il y a une date dont tu veux nous parler? Ah, de la fin. La dernière dose? La dernière dose, c'était le 23 mars 2013. C'est un anniversaire pour toi? Ouais, je me rappelle pas beaucoup de dates. Je t'avais dit, ma sœur et ma mère, ils ont des dates proches d'anniversaire, du coup, je m'en rappelle pas. Mais celle où j'ai pris ma dernière dose de méthadone, ouais. Et pourquoi ce jour-là? Parce que tu sentais j'avais baissé petit à petit avec le médecin, mon médecin traitant, je travaillais, et puis il me laissait augmenter ou diminuer. Et il avait confiance en moi. S'il savait que j'augmentais un petit peu, c'est que j'ai été trop vite et que j'avais des douleurs qui revenaient. Et en fait, il m'a fallu 2 ans vraiment. Quand on veut s'en sortir, c'est pas du jour au lendemain. On a la volonté, on peut l'avoir du jour. Mais après, il faut s'y tenir. Et pendant les 2 ans, ouais, j'avais la volonté de... Okay. Du coup, ce travail-là, il s'est fait naturellement, où les doses de 60 mg, ça passe à 55, 50, petit 40, à petit. Jusqu'au 0,5 mg, il existe des petits flacons. Et le 23 mars 2000. J'ai pris le dernier flacon et j'ai pu redemander d'ordonnance. Il y a des effets secondaires? Non, puisque j'avais baissé tout doucement. En fait, l'effet secondaire, c'est de se retrouver soi-même, de se retrouver. Face à toi-même. Ouais. Quand on décide de quitter la drogue, je crois qu'il y a une peur, c'est la peur de retrouver ce qu'on a voulu éviter, les souffrances, tu sais, les choses qu'on a voulu échapper. On a peur quand on va sortir de la drogue, on a peur que ça revienne. Pas du tout. En fait, ce qu'on retrouve, c'est soi-même, c'est son esprit pur ou gentil ou sa vraie personnalité. Parce que la drogue, elle nous change. On peut être un saint, un ange, ou quelqu'un de poli ou de correct, et en fait devenir un démon et voler. Et la souffrance, en fait, elle nous guide et elle nous change. Un peu d'alcool après? Ouais. Alors, je suis resté 2 ans tranquille. C'est le seul truc que tu n'avais pas fait. Donc, tu t'es dit, tiens, on va tout finir, comme ça on est tranquille. Non, à chaque fois qu'il y a une addiction, il y a un chagrin d'amour derrière.
Et ouais, une histoire d'amour qui va pas très bien dans mon sens. Du coup, j'ai commencé à boire et ça a été vicieux. Ça a duré 10 ans. Putain. 10 Plus de ans. drogue, mais Non, l'alcool. plus de drogue. Plus de joints, plus rien. Quand j'ai arrêté la méthadone, Terminé. plus rien du tout. T'étais déterminé. Ouais. Mais l'alcool? Bah, l'alcool, j'ai laissé glisser petit à petit. Et puis, les vernissages, les petites réussites artistiques que je faisais, Ça va vite. les choses, je me laissais aller sans faire gaffe, en fait. Et puis, C'est du coup, vicieux. tu c'est deviens, on vicieux. peut le dire, alcoolique, en fait. Ouais. Rapidement. Rapidement, ça a mis quelques années, quoi. Je devais l'être sûrement avant, Oui, mais mais tu te rendais pas trop je compte, m'en tu rendais mettais pas de mots, compte. quoi. Comment tu te sors de ça? Bah là, comme j'ai eu pour la méthadone, en fait, et que un addictologue, en fait. La base, c'est quand tu as la volonté ou que tu veux changer les choses, Tu peux. c'est l'addictologue. C'est le premier truc à voir. Et ça aide. Bah ouais, parce que c'est des professionnels, ils savent comment te guider, ils savent comment les filières. Et puis si tu as besoin d'être hospitalisé ou des choses, ils ont toutes les adresses, tout ce qu'il faut. Ok. Donc faut jamais hésiter à aller voir l'addictologue. Ouais. C'est la première chose. Je pense pas que tout seul, non, j'aurais jamais sorti de rien. T'es un survivant? Ben, j'en ai vu tomber, j'en ai laissé derrière moi des copains, j'ai vu des gens mourir, j'ai vu des gars à 20 ans avoir un arrêt cardiaque. C'est des overdoses, mais sur le papier, c'est sur le marqué arrêt papier, cardiaque. ouais. Ok. Tu te considères comme un artiste aujourd'hui? Aujourd'hui, tu fais de l'aquarelle. J'aime pas trop ce mot-là, Tu te artiste. considères comme quoi? Alors, c'est quoi ton métier? Non, bah si, je le suis. Bah Je oui. le suis. En plus, je le voulais même pas le devenir, en fait. Moi, je faisais ça par art-thérapie, du bien-être. J'ai vu que ce que je dessinais, ça marchait auprès des gens. En fait, c'est le public qui décide si tu peux en vivre, si tu peux devenir professionnel ou pas. Ok. J'ai suivi le truc, quoi. J'ai juste. Il faut quand même suivi préciser, ça. pour ceux qui nous regardent, qu'aujourd'hui, tu fais des... On va passer des images, mais tu fais des... t'as des articles sur toi dans des magazines d'aquarelle, tu fais des expositions, tu vis dans un van aménagé pour pouvoir d'aller exposition en exposition. C'est ça ta nouvelle vie? Ouais, Et tu c'est l'aimes, cette vie? l'aventure. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que quand j'ai quitté cette vie sombre, et je me suis dit, il faut que je passe le reste de ma vie à faire des choses bien, en fait, des choses plus jolies. Et qu'est-ce On qui va te reste dire. à faire aujourd'hui? Moi, j'aimerais faire encore de belles images. Au départ, je comprenais pas les gens qui les appréciaient ou qui achetaient les tableaux. Je pensais pas que ça valait pas plus qu'un bout de pain. Un bout de pain, ça nourrit le corps. J'avais oublié que l'aquarelle ou l'art en général nourrissait l'esprit et que l'esprit avait besoin de nourriture. Mais il m'a fallu du temps. Ça, maintenant, t'as compris que t'étais un vrai artiste, Ouais. que t'étais pas un imposteur? Non, bah ça, c'est pas grave, ça. Bah ouais, mais... En fait, je m'en fiche du succès, que ça marche ou que ça marche pas. En fait, ce qui compte, c'est ce que j'ai à l'esprit, c'est juste vouloir faire de jolies images. Ok. Et des fois, il y a des échos dans le cœur de d'autres personnes. Ils se retrouvent. Des fois, c'est un miroir avec eux-mêmes aussi. Je laisse faire les choses. Tu fais du bien aux autres avec l'aquarelle? Ça arrive, ouais. Ah ouais? On J'en te le ai dit, vu ça? pleurer. Ouais, j'en ai vu même pleurer Ah devant mes tableaux parce qu'il y avait une émotion forte. Ils sont sensibles, les gens. Ouais. Pourtant, Dit-il. c'est pas du haut niveau. C'est des petits personnages dans des mondes étranges. Et en fait, si on regarde mon travail, il y a la solitude, il y a des choses. On peut revenir sur mon passé. Quand on connaît mon passé, qu'on regarde mes tableaux On actuels, arrive à comprendre. il y a un trait d'union qui se fait. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver tout ce que tu fais? Ah, Facebook, Instagram. On va mettre Après, il y a juste à taper mon nom sur J'aime Google. pas le froid. Ouais, et sur Google, Ça sort. où il y aura des choses qui sortiront. Si le toi d'aujourd'hui, là, croisait le toi de 2009 dans la rue, tu le prendrais dans les bras, tu l'engueulerais, tu lui mettrais une tarte dans la gueule, tu lui ferais quoi? Tu lui dirais quoi? J'en ai aucune idée. Parce que t'as des gens qui t'ont tendu la main. Mais toi, là, maintenant, aujourd'hui, tu lui dirais quoi? J'en ai aucune idée parce que, en fait, il faut que ça vienne de soi. Peu importe les messages extérieurs ou les mots extérieurs. Et même moi, si je me retrouvais là-bas, j'arriverais pas à me faire raisonner, en fait. Je me T'es trop raisonnerais dans ton pas. truc. J'aurais été, en fait, on est focalisé sur sa souffrance, en fait. Et on voit que ça, tout ce qu'il y a à On l'extérieur, peut te c'est dire n'importe quoi, de toute aucune façon, importance. ça marche, ok. Si tu pouvais revivre une seule journée de ta vie, tu revivrais laquelle? Ah, la journée de ma vie que j'aimerais revivre, Ou pour la faire différemment, je ou pour pense la que je l'ai vivre. pas encore passée. Ah, bah en fait, j'imagine la meilleure journée, tu sais. Mais je pense que le meilleur, il est à venir. Et d'ailleurs, je suis focalisé sur ça.
plus sur mes souffrances passées ou autres, mais De... plus sur l'avenir, sur des choses plus extraordinaires et jolies. Bon, c'est quoi ton rêve le plus fou? Quelque chose que tu as dans la tête, mais que tu n'oses même pas y avouer parce que tu penses que c'est inaccessible. En fait, j'ai même plus trop. Faut en avoir des rêves, c'est important d'avoir des objectifs. Mais je les ai réalisés petit à petit. Ok. Exposer, rencontrer, avoir un public, des choses. Finalement, tout ce que je voudrais, c'est de faire le plus joli tableau et universel, un langage qui parle à tout le monde et que tout le monde soit touché. Ok. Si tu pouvais tout effacer, tu le ferais ou tu gardes tout parce que ça fait de toi aujourd'hui l'artiste que t'es Je garderai tout, aucun... bizarrement. T'as pas de regrets? Forcément, mais... Si j'ai des regrets sur les violences, que j'étais quelqu'un de... Pourtant, je suis quelqu'un de gentil, mais qui a été extrêmement violent pendant ces périodes de drogue. Ça serait mes seuls regrets. Seul regret. Mais Après, ça les fait partie de toi, autres, ça t'a construit comme ouais. t'es aujourd'hui, tout ça. Mm. Donc tu voudrais finalement ne rien effacer. Non, ouais, je l'accepte. C'est bien. J'accepte. J'aurais aimé faire les choses autrement, moins perdre du temps ou autre, mais ce chemin de traverse m'a donné de l'expérience et ouais, je m'en suis ressorti. Plus fort. Ouais, Ok. maintenant, ouais. Tu ferais quoi si t'avais pas vécu tout ça, tu penses? Ce serait quoi ton métier, ton quotidien? Tu serais marié, t'aurais des gosses? Aucune idée. Tu sais pas? Aucune idée, vu que dès le départ, ma vie, elle était un peu bancale, avec une famille un peu brisée. Et j'ai jamais réussi à m'attacher. Je suis resté sur cet exemple de rester seul. Ok. T'as un message à faire passer à ceux qui nous regardent, qui vivent la même chose que ce que t'as vécu il y a quelques années, qui sont un peu dans l'ombre, dans une dépendance, dans un cercle un peu vicieux comme ça. J'ai pas envie de donner de... Je suis pas un donneur de leçons, donc je vais pas en dire là-dessus. Mais ce que je pourrais dire, c'est que n'ayez pas peur. Quand on sort de ça, il y a que du mieux derrière, vraiment. On peut douter ou autre, mais non, les souffrances, elles ont disparu. Et puis, non, il y a que du bon derrière, de croire et de chercher la lumière. Et quand on cherche la lumière, elle vient à vous. En fait, faut pas l'attendre que les choses nous arrivent. Si tu veux de l'amour, tu peux commencer à en créer en attendant qu'il arrive. Si tu veux de la lumière, tu peux commencer à en créer et puis le reste suivra. Ouais, à chaque fois, ça tient qu'à nous. On a le choix. Quand on dit qu'on n'a pas le choix, c'est pas vrai. Quand on dit qu'il est trop tard, c'est pas vrai. Il vous reste 1 seconde à vivre, vous avez encore du temps. Tant qu'il y a du temps, il y a toujours quelque chose à faire. De bien. Comment vont ta sœur et ta mère? Ma sœur, c'est ce qui est bien, c'est la partie rassurante, c'est qu'elle elle a sa vie de famille. Elle a une petite nièce et un petit neveu que j'aime très fort. C'est un peu les enfants que j'ai pas, du coup. Ouais. T'es proche d'eux? Ouais, je les vois pas souvent, vu que Mais quand ils te voient... Oui, bah oui. Oui, je les aime énormément. Ça fait du bien, ça, Mm. d'avoir des ancrages comme ça. Et ta mère? Et ma mère, je vais la voir cette année, après 17 ans d'absence. Elle revient en France pour le mariage de ma sœur, ouais, au mois d'août. Du coup, je vais la revoir depuis... Bon, avec ma mère, c'est un peu l'habitude. On se revoit tous les 15 ou 17 ans. Okay. Elle est jamais revenue en France? Non, pas depuis 1995. Ok. T'appréhendes ou t'as hâte? Un petit peu. C'est parce que avec le temps et les distances comme ça, c'est plus des liens aussi forts, quoi. Ça se délite un peu et c'est vrai que je me suis un peu détaché pour me protéger des sentiments que je pouvais avoir. Ça reste ma maman, mais c'est pas facile, ça, c'est compliqué. Je comprends. Ça a été? Ça a été parce que, ouais, on a survolé quand même, on n'a pas été trop profond dans la psyché. Ouais, c'est ça. Ok. Et, moi, je remercie la vie aussi de m'avoir aidé. S'il y a un petit mot que je voudrais dire, quoi, c'est pas... Vas-y, c'est à toi. Tu sais, je te dis, je faisais un peu de bénévolat, en plus de l'aquarelle, pour sortir de la drogue. Alors du coup, bon, je vais pas faire de prosélytisme ou autre, mais dans la chapelle, quand l'heure était venue de fermer la chapelle, je restais à l'intérieur de la chapelle, je m'enfermais pour plus que le public rentre. Je restais dans la chapelle et à chaque fois, je demandais à la statue d'une petite Vierge Marie qu'il y avait, si elle pouvait m'aider et tout à m'en sortir, et plusieurs fois ou autre. Alors je dis rien, mais je suis content parce qu'au final, quelques temps après, je m'en suis sorti. C'est un peu, enfin, après, il n'y a pas de honte à se raccrocher à des croyances, quoi. Ouais, non, c'est pas ça. C'était un truc en plus, quoi.
En Ok. plus de l'aquarelle, le bénévolat, c'est utile pour rencontrer de bonnes personnes. T'en fais encore aujourd'hui? Non, moins. T'as plus le Mon temps? activité d'artiste prend trop. Si j'en fais, c'est pour au niveau de l'art. Ok. Quoique non, maintenant même on me paye pour intervenir des fois dans des écoles. C'est une sacrée revanche. Hein. Ouais, ça vaut le coup de vivre son rêve et d'aller à fond. La vie, elle est courte, elle est fragile et en fait, faut y aller, quitte à tout. Il y a tout à gagner en fait. Ok. Moi, je voulais remercier Rémi qui nous a mis en contact, Mm. parce que c'est grâce à lui aussi qu'on est là aujourd'hui. Je suis certain que tu vas faire du bien à ceux qui nous regardent. Je te remercie pour ta sincérité, ton humanité, et tu prouves qu'on peut tomber 1000 fois, mais se relever 1001 fois. Ouais. Donc franchement, ça fait du bien, et je te souhaite une belle continuation. On va suivre ce que tu fais sur les réseaux, on va accrocher un tableau de toi au studio. Et, euh, et bravo d'être ce que tu es devenu, donc merci beaucoup. Merci et puis merci à tous ceux qui m'ont cru en moi et qui m'ont soutenu. Et c'est pas fini. Vous avez regardé Coïncidence Story, c'était Jim Palfroy, c'était émouvant et je pense une belle leçon de vie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, merci beaucoup Jim, à bientôt. Merci.